Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un incontournable absolu, surtout quand on prépare son bac de philo, la vérité. L'idée ici, ce n'est pas de faire un cours magistral ennuyeux, mais bien de proposer une synthèse super vivante, claire et bien structurée. On va faire le tour de la question en s'appuyant sur les plus grands esprits de l'histoire. Préparez-vous parce qu'on plonge directement au cœur de la pensée humaine. Allez, c'est parti pour le plan. On va suivre un cheminement en 6 étapes, parfait pour structurer ces révisions. D'abord, on parlera de la quête de la vérité, ensuite du match opinion contre savoir, puis des critères de validité, de l'évidence et de la certitude, du défi sceptique, pour finir sur une note un peu différente, l'alternative pragmatique. On attaque tout de suite avec notre première grande partie, la quête de la vérité et l'origine de cette recherche. Alors, avant de chercher à prouver quoi que ce soit, il faut d'abord se poser une question simple. D'où vient cette envie presque vitale de débusquer ce qui est vrai? Commençons par la base, la définition. Au Moyen-Âge, on définissait la vérité comme l'adéquation de la chose et de l'intellect. En termes plus simples, c'est l'accord parfait entre la réalité du monde extérieur et ce qui se passe dans notre esprit. Et c'est exactement là que ça se complique. La vérité, elle est ni totalement dans le monde matériel, ni totalement dans notre tête. C'est un équilibre super fragile à trouver entre ce qui existe vraiment et la façon dont on le comprend. Et franchement, ça illustre brillamment ce que pensait Platon. Il a cette histoire fascinante, le mythe d'Er. Platon nous explique qu'avant de naître, nos âmes se baladent dans un monde céleste et contemplent la vérité absolue. Le problème, c'est qu'au moment de la réincarnation, elles boivent l'eau du fleuve de l'oubli. Résultat, on oublie tout. Du coup, toute notre existence, c'est juste une immense quête pour retrouver cette vérité perdue. Pour Platon, apprendre, c'est pas découvrir des trucs nouveaux, c'est juste se souvenir. C'est ce qu'il appelle, avec un mot-clé très important pour les dissertations, la réminiscence. Passons à notre deuxième point, un classique absolu, le combat entre l'opinion et le savoir, ou le subjectif face à l'objectif. En philo, s'il y a bien une erreur fatale à ne pas faire, c'est de confondre ce qu'on ressent avec ce qu'on sait vraiment. D'un côté, on a l'opinion. Elle est 100% subjective. Elle se base souvent sur des préjugés, des ressentis, des apparences, bref, rien de bien scientifique. De l'autre côté, on a le savoir. Le savoir est objectif, il est valable pour tout le monde, partout, et surtout il est bétonné par un raisonnement logique. Et comme le disait Platon, la pire erreur intellectuelle, ce serait justement de faire passer une petite opinion subjective pour une vérité universelle. Mais attention, parce que certains philosophes ont pris un malin plaisir à tout renverser. Prenons Protagoras, un sophiste de l'Antiquité très connu. Sa phrase fétiche, c'était « L'homme est la mesure de toute chose ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une idée très radicale. Ça veut dire que si quelque chose me paraît vrai à moi, eh bien c'est vrai. Point. En gros, notre propre perception de la réalité deviendrait la seule vérité qui compte. Sauf que, on voit tout de suite le problème, non? Si chaque personne détient sa propre vérité, est-ce que toutes les opinions finissent par se valoir? Imaginons, si quelqu'un affirme qu'il pleut dehors et qu'un autre jure qu'il fait grand soleil, les deux ont-ils raison en même temps? C'est complètement absurde. Si toutes les opinions sont vraies, la contradiction n'existe plus et chercher la vérité ne rime plus à rien. Il nous faut donc un arbitre, des règles. C'est ce qui nous amène à notre troisième partie, les critères de validité ou comment chercher les règles de la vérité. Face à ce grand chaos des opinions, il a fallu poser des bases solides, des critères stricts pour valider un discours. Le grand champion dans cette catégorie, c'est Aristote avec son fameux principe de non-contradiction. C'est simple mais puissant. Il affirme qu'il est impossible qu'une chose soit et ne soit pas, en même temps, sous le même rapport. Il utilise un exemple assez génial pour s'en moquer. Il dit en gros que si tout était vrai en même temps, alors un homme pourrait très bien être un mur ou même une trirème, ces fameux grands navires de guerre grecs. Bref, ce principe logique, c'est l'outil de base pour démonter les discours incohérents. Mais la philosophie, c'est avant tout du débat. À l'extrême opposé de cette vérité ultra-logique et abstraite, des penseurs comme Épicure et plus tard Lucrèce ont mis les pieds dans le plat. Eux, ils affirment une chose étonnante, nos sens ne se trompent jamais. Oui, c'est une position surprenante. Pour eux, nos perceptions sont le miroir direct de la réalité. Les impressions qui nous frappent, les phantasiae en grec, sont toujours vraies. Si on voit un bâton tordu dans l'eau à cause de la réfraction, ce n'est pas l'œil qui ment. L'œil perçoit correctement l'image physique. C'est simplement notre esprit qui interprète mal cette perception. Ce qui nous propulse vers notre quatrième étape, évidence et certitude avec la redoutable méthode de Descartes. La grande question de la modernité, c'est comment l'esprit rationnel peut-il être absolument certain de quelque chose, sans la moindre zone d'ombre.
Et là, Descartes arrive avec une méthode spectaculaire. Au lieu de fuir le doute, il va s'en servir comme d'une arme. Étape 1, il applique un doute radical, volontairement exagéré. Il rase toutes ses certitudes, tous ses préjugés, toutes les illusions de ses sens. Étape 2, au fond de ce gouffre de doute, il trouve un noyau dur, indestructible. S'il doute, c'est qu'il pense. Et s'il pense, c'est qu'il existe. C'est le célébrissime cogito. Je pense donc je suis. Étape 3, à partir de ce socle en béton, il pose sa règle d'or. Seules les idées qui apparaissent de manière évidente, claire et distincte à notre esprit peuvent être considérées comme vraies. Le point crucial chez Descartes se retrouve dans cette citation fascinante « On n'aurait point pour apprendre ce que c'est que la vérité si on ne la connaissait pas de nature ». En fait, il nous dit que la vérité est une idée innée. C'est comme un logiciel préinstallé dans notre raison depuis notre naissance. Quand on découvre une vérité, on ne l'invente pas. C'est comme une évidence qu'on reconnaît instinctivement grâce à ce qu'il appelle notre lumière naturelle. Bon, la méthode de Descartes est brillante, c'est indéniable, mais elle force à se poser une question un peu dérangeante. Est-ce que la raison, toute seule, suffit vraiment ? Existe-t-il, pour nous simples humains, un critère magique, absolu et infaillible pour être sûr à 100% d'avoir mis la main sur la vérité définitive ? Et l'interrogation qui introduit parfaitement notre 5e section, le défi sceptique et cette fameuse question du critère. Face à toutes ces certitudes, on est obligé de s'arrêter sur une école de pensée majeure, le scepticisme. Attention, on se trompe souvent à son sujet. Ce n'est pas de la paresse intellectuelle, et ce n'est pas dire que rien n'existe. C'est une posture théorique très rigoureuse. Les sceptiques affirment qu'il n'y a tout simplement aucun critère assez robuste pour valider une thèse de façon absolue. Du coup, que font-ils ? Ils pratiquent la suspension de jugement. Montaigne illustre parfaitement cela. Et le plus beau, c'est que le sceptique ne baisse pas les bras, c'est même l'inverse. Sa quête de vérité devient un véritable mode de vie, une pensée en perpétuel mouvement, bien plus riche qu'une certitude figée. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, et pas des moindres, l'alternative pragmatique, la vérité en action. Changeons complètement d'angle de vue. Et si la vérité ne se cachait pas dans des concepts abstraits, mais plutôt dans des résultats bien concrets ? C'est l'approche révolutionnaire du philosophe américain William James, grande figure du pragmatisme. Pour lui, le critère numéro 1 de la vérité, c'est tout simplement la réussite. Une idée n'est pas vraie ou fausse en soi dans le monde des idées. Elle devient vraie si, lorsqu'on l'applique dans la réalité, elle produit des effets concrets et utiles. En clair, une pensée vraie, c'est un outil performant pour l'action. On ne démontre pas la vérité, on la teste par l'expérience. C'est d'ailleurs fascinant de voir que bien avant ce pragmatisme américain, on trouvait déjà une idée très similaire chez notre philosophe français Blaise Pascal, notamment à propos de la religion. Pascal avance que la croyance en Dieu peut se justifier par ses conséquences pratiques. Si le fait de croire apporte du réconfort, aide à mieux vivre et améliore la condition humaine, alors cette croyance gagne une véritable forme de vérité. La vérité, ici, ne se prouve pas comme un théorème mathématique, elle s'éprouve, elle se vit de l'intérieur. Si on prend un peu de recul pour regarder le tableau dans son ensemble, on réalise vite que cette notion de vérité, c'est le cœur battant de toute la philosophie. Évidemment, ça touche à la connaissance, à la logique, au refus de se laisser berner par les apparences. Mais ça va bien au-delà. C'est complètement imbriqué dans l'existence quotidienne, dans la culture, dans la politique, dans nos choix moraux. Bref, la vérité, ce n'est pas qu'un vieux concept froid posé sur du papier, c'est le moteur même de l'action humaine et de la civilisation. Mais attention, sur le chemin de la vérité, il y a un adversaire redoutable qu'il faut combattre au quotidien, le préjugé. Un préjugé, c'est quoi exactement ? C'est ce jugement automatique, emballé et pesé avant même le moindre exercice de la raison. C'est le pur produit de la répétition et de l'habitude intellectuelle. La philosophie nous rappelle sans cesse que pour espérer s'approcher du savoir, il faut d'abord avoir le courage d'interroger toutes ces certitudes et de pulvériser méthodiquement ses propres préjugés. Nous voilà arrivés au terme de cette grande investigation. On a voyagé depuis la mémoire céleste de Platon jusqu'à l'efficacité pratique du pragmatisme, en passant par le doute méthodique de Descartes. Le sujet est incroyablement riche. Alors, histoire de donner de la matière pour de belles conclusions de dissertation, voici une ultime réflexion. Après tout ce qu'on vient de parcourir, est-ce que la vérité est finalement un trésor enfoui qu'il suffirait de découvrir, ou bien est-ce un édifice complexe que l'esprit humain est obligé de construire, brique par brique, tout au long de sa vie ? La question reste entièrement ouverte. Merci d'avoir suivi cette synthèse et excellente révision.